Ok, je me suis largement trompé. J'avais dit qu'Araki faisait n'importe quoi et que ça partait dans tous les sens. Oui, j'avais dit que les antagonistes n'allaient pas se mettre à poursuivre nos protagonistes. Ok, je n'avais pas été visionnaire sur ce coup-là. Mais avouez que l'exercice est pas facile, et surtout qu'au lieu d'aller simplement d'un point A à un point B, on passe par toutes les lettres de l'alphabet avant. Au fait, si vous êtes 100% fan de l'univers fantastique et surtout bizarre de JoJo, j'ai ce qu'il vous faut. Avec le serveur Discord JoJo's Bizarre Chilling Place, vous pourrez discuter avec des centaines d'autres fans. Vous pourrez participer à de nombreux événements, des visionnages uniques de contenu autour de JoJo, ou tout simplement kiffer. N'hésitez pas aussi à les suivre sur les réseaux sociaux pour apprendre plein de choses autour d'Hirohiko Araki et de son travail. Le chapitre commence très fort avec la présentation de Monsieur Howler, littéralement, qui s'appellerait Aka si on en croit une planche en fin de chapitre. On l'avait prédit, c'était bien le PDG, notre antagoniste principal. Et quelle présentation! C'est la première fois qu'on le voit avant même qu'il ne soit mentionné par quiconque, et il se trémousse accompagné de ses 3 hôtesses personnelles qui goûtent à son bouillon de kombu, des algues comestibles qui sont consommées partout en Asie, accompagné d'un petit pois cuit dans du sel. 3 variétés d'algues qui se trouvent dans la préfecture d'Hokkaido. Donc même si cette case semble extrêmement sus, en fait il n'en est rien. Ce n'est qu'une dégustation gastronomique, voyons. Bon ok, en fait il n'y avait pas que du bouillon. En plus d'avoir profité d'un bon moment et d'avouer à voix haute ses magouilles, vraiment une lumière celui-là, il atterrit enfin à Honolulu, mais se fait cueillir sur sa piste privée par des agents de la banque Dolphin qui l'avertissent de la saisie de son terrain du versant nord du mont Walalai, d'une valeur de 10 milliards 600 millions de dollars quand même. Ce qui fait de lui et de sa société des criminels, du moins accusés d'être des criminels, et la banque lui demande de payer sa dette de 38 milliards de dollars, et ce par tous les moyens possibles. Même après s'être allié avec eux pour une évasion fiscale parfaite, voilà qu'ils le trahissent pour leur propre bien. Même s'ils sont impliqués, Monsieur Howler tombera tout seul. Une introduction extrêmement intéressante, on ne le voit pas au sommet de sa forme, en tout cas au niveau des affaires, puisqu'en plus d'avoir un terrain de saisie, il doit rembourser une dette faramineuse. Une descente aux enfers qui lui rappelle son enfance quand le système de circulation de l'argent a soudainement changé. Et en fait, il en sait autant que nos protagonistes. Il rappelle l'inspecteur Bobby Jean et Lulu, la petite fille manieuse de Backsgroove, et il sait que nos protagonistes disposent d'une pierre de lave sur eux, rien qu'avec ces 2 infos, son terrain a été saisi et ses documents papiers ont été consultés. Il parle même de mouvements aussi abrupts d'argent et comprend quel objet est impliqué et d'où il vient. Ce qui fait que son argent et son influence ne proviennent que des pouvoirs de cette lave, et qu'en perdant le terrain du mont Walalai précisément, il perd très gros. Je me sens obligé de le comparer à Diavolo, qui travaille dur dans le désert étant jeune et qui a trouvé toutes les flèches stand, ce qui lui a permis d'en vendre à Enya et d'en garder une pour monter seul sa propre mafia, la Passione. Sa backstory doit être dans le même délire, il a découvert par hasard quelques années avant cela les propriétés de la lave et s'en est servi pour monter une société qui paraît sympa, mais qui est totalement frauduleuse, ressemblant carrément à une mafia dans le fond. Surtout quand on voit le travail que font Lulu et Bobby Jean, qui sont chargés de protéger les actes de propriété et d'éliminer quiconque s'en approche un peu trop. Mais là je m'avance un peu trop dans le chapitre. Lulu a donc pour mission de récupérer cette roche personnellement pour lui ramener en main propre, et tel un parrain la mafia, il donne des ordres à distance à ses sbires pour parvenir à ses fins. Mais on va rembobiner un petit peu, on est allé bien trop loin. Sur ce premier point, je trouve que l'introduction de ce qui serait notre antagoniste principal est parfaite, vu qu'il n'est pas mis en avant comme classe, forcément dangereux ou au sommet. Enfin si, mais plutôt comment les actions de notre protagoniste nous ont amenés à le découvrir. Victime d'une banqueroute totale alors qu'il était la société la plus riche de l'archipel et qu'il en profitait un peu trop avec ses hôtesses et qu'il leur faisait goûter à son bouillon maison. Surtout que c'est son stand juste ici. C'est bien une manière de stand, pas vrai? Bon, c'était évident, et évidemment il ne donne pas l'impression d'en faire usage, mais quand même on vient d'apercevoir le stand du plus que probable antagoniste final de JoJo's Bizarre Adventure. Enfin, ça reste à réfléchir puisqu'en à peine 3-4 chapitres, la situation a totalement basculé, si bien qu'Howler est au bord de la faillite la plus totale et que d'un moment ou à un autre, si nos protagonistes ne sont pas battus, lui va être emprisonné pour fraude. Surtout que le nom d'Howler est arrivé comme un cheveu sur la soupe.
En soi, les 11 premiers chapitres ne se concentraient que sur la découverte de la lave, sa compréhension mais aussi les personnes qui s'y intéressaient, et en 2 temps 3 mouvements, on est passé à une histoire de vol de terrain par les actes de propriété en format papier, avec une entreprise qui peut probablement arriver comme elle est repartie. Bien heureusement, je ne suis pas autant perdu qu'au chapitre précédent, mais quand même je me demande où on va. Et surtout vu la fin, est-ce qu'ils vont gagner ? Oui, parce que d'un autre côté, l'histoire de l'IRM et de la course-poursuite continue toujours. Comprenez que dans le chapitre 16, alors qu'elle dit « Je me fiche de savoir ce qu'on fait d'eux » ou encore « On devrait vérifier les caméras de surveillance routière », ça veut bien sûr dire « Traquons-les ». Mais oui, c'était trop évident que je ne l'avais pas vu. Sérieusement, je trouve que ce point-là gâche un peu tout. J'ai regardé si ce n'était pas un problème d'interprétation dans la traduction, même si vous êtes les Goat Stairway, on sait jamais, ça peut arriver. Et en fait, même dans la trad anglaise, non, c'est bien I don't care whether or not we let these people go, qui veut dire je me fiche de savoir si on les laisse partir ou non, ou bien we should check the traffic cameras too, qui veut dire on devrait regarder les caméras de surveillance routière. C'est trop vague, on ne sait pas où ils partent sur le moment. Après l'on comprend que oui, ils se sont bien attardés sur la bonne piste du van, rappelez-vous, ils l'ont notifié sur le moment, mais pourquoi laisser planer le doute sur leurs actions ? Est-ce que Araki voudrait pas laisser des choix ouverts afin d'improviser à chaque chapitre ? Parce que là ça en a tout l'air, même si le déroulé choisi est le plus logique et classique d'entre tous. Bon, quoi qu'il en soit, Bobby Jean et Lulu, puisqu'on connaît son nom à présent, recherchent les gens qui ont consulté les deeds. Et justement, elle a le bon mindset en faisant abstraction des images de caméra surveillance qui ont totalement été truquées par Usagi. L'on comprend la relation des deux, le cerveau et les muscles, elle est là pour réfléchir et trouver la bonne piste, tandis qu'on le verra un peu plus tard, mais lui est plus efficace pour la traque. En tout cas, Lulu est vraiment un personnage parfaitement JoJo-esque, puisque dans le feu de l'action, elle pète un câble sur la fleur laissée par Dragona et va jusqu'à insulter et rayer le camion avec son doudou, comme une gamine de 8 ans qui fait un caprice dans un magasin quoi, mais avec l'intelligence d'un adulte. En tout cas, Bobby Jean la calme et ils en déduisent la solution seuls. Ils se sont rendus dans l'hôpital pour faire un IRM afin de détecter le stand. Vous étiez sur le parking d'un hôpital, bravo pour cette déduction du niveau de professeur Layton. Ah, et la fleur sera importante. Alors qu'on voyait Usagi plus ou moins nickel fin du chapitre 16, là il déraille complet alors que c'est lui qui est censé faire son propre IRM avec Zemate Kudasai. Max Groove accélère dans son corps et est vraiment pas loin de gravement toucher son cerveau, mais c'est à ce moment-là que Bobby Jean et Lulu arrivent. D'ailleurs, Bobby Jean serait tiré d'un titre de chanson de Bruce Springsteen. Comme par hasard, en se retournant, Lulu aperçoit Dragona, enfin ses fleurs sur sa tête, tandis que Bobby Jean prend l'appel entrant de Howler. Plan enclenché, ils vont attaquer nos protagonistes qui n'ont pas réussi à quitter le couloir en l'espace d'un appel. Merci le temps distordu. Le cerveau et les muscles, Glory Days est activé, toujours tiré du titre d'une chanson de Bruce Springsteen. Et c'est là où on voit l'utilisation hyper intéressante du stand. Les balles tirées du pistolet silencieux sont comme au ralenti, mais peuvent transpercer violemment la peau tout de même au contact. Sachant qu'un pistolet silencieux produit un son quand même violent, pourquoi personne ne s'est retourné en fond ? Pourquoi Paco est le seul à avoir entendu ce coup de feu, et pas les autres alors qu'il a été tiré à littéralement 4 ou 5 mètres de distance ? Pourquoi diable n'ont-ils pas esquivé les balles ? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un rapport avec le fait de voir Bobby Jean. Paco est le seul à avoir entendu le coup de feu, mais est-ce qu'il a réagi au bruit qu'il a entendu, ou bien est-ce que du coin de l'œil, il a vu le coup de feu être tiré, ce qui lui a permis de l'entendre ? Sachant que Jodio s'écrie « Un bruit ?» et répond « Non » quand Paco déclare avoir entendu un coup de feu. Et justement ce dernier dit « Là, est-ce qu'il y avait quelqu'un ici ? C'était le bruit d'un pistolet avec un silencieux !» Ce qui semble indiquer qu'il est bien aperçu au maximum leur assaillant et entendu un bruit qu'il a réussi à discerner, sans pour autant que ses collègues ne le croient. C'est surtout très suspect quand à couvert, Lulu dit que le malade est dans une salle vide et qu'ils regardent tous à l'intérieur, donc le sens de la vue semble être lié à l'affaire. Ou alors j'extrapole un peu, et c'est juste pour ne pas tirer à vue, mais bref, en tout cas, le fait que seul Paco ait entendu le coup de feu est louche. Et ne parlez pas de silencieux, puisqu'un pistolet sous silencieux, bah c'est ça. Donc aucune excuse pour nos 3 sourds et aveugles là. Et pourquoi ne pas esquiver les balles ? Elles sont au ralenti et semblent arriver à une vitesse plutôt raisonnable. Donc finalement, est-ce que ce sont eux qui sont ralentis, à tel point que leur cerveau est ralenti ? Et bim, punchline.
Plus sérieusement, je pense que les balles sont vraiment au ralenti, mais qu'ils n'ont pas eu le réflexe de se décaler, puisqu'ils n'étaient de toute façon pas au courant qu'un manieur de stand les avait repérés. Et vu la scène, je me demande comment ils vont survivre, vu que 3 sont touchés à la gorge et Paco est celui qui a pris le plus de balles. Évidemment, Smooth Operator peut déplacer les impacts, qui d'ailleurs semblaient aussi violents que pour des balles à vitesse réelle, mais bon, vu la situation, ça me paraît un peu complexe, donc reste plus qu'à patienter. Un excellent chapitre où l'interprétation est facile et rapide et ça fait du bien, notamment après un chapitre un peu trop ouvert la dernière fois. J'espère en tout cas que cette review vous a plu, j'ai vraiment tout donné dans le script et allégé le montage pour que ces vidéos soient plus simples à produire, surtout parce que à côté, de gros projets sont en cours de prod et que je ne peux pas me permettre d'apporter le même soin au montage pour tout, ça me prendrait juste trop de temps. En tout cas, je trouve qu'Araki Sensei s'est bien rattrapé et qu'on arrive enfin à une narration cohérente et bien ficelée, du même niveau de ce qui se faisait avant, et à se demander pourquoi il ne l'avait justement pas fait avant. J'ai vraiment hâte de lire ça en manga, histoire de voir si cette critique que j'aimais en permanence sur la narration est justifiée ou non. Ça se trouve, il faut juste se poser, avoir la marge d'un tome paru complet pour que ce soit mieux. Bref, grazie mille, c'était Red Plus, on se retrouve dans un mois pour le chapitre 18, arrivederci.